excellent réveil à tous, ravi de vous retrouver ce matin. Donc j'aurai une voix nasillarde, j'espère que ça ne dérangera pas les amis qui nous regardent ce matin. En tout cas, cette matinée, dans un moment, nous aurons le droit à un point météo et puis après nous développerons quelques thématiques, notamment un brin de douceur avec deux artistes peintres qui vont bien sûr se joindre à nous ce matin. Elles sont en l'occurrence Soraya Habes, donc elle est également poétesse, celle-ci. Donc je disais bien beaucoup de douceur, beaucoup de sensibilité pour elle, ainsi que pour Sarah Maroc Bouadma qui passe en télé aujourd'hui pour la première fois, qui essaye aussi de montrer son travail dans ce début de carrière. Et bien sûr, on lui souhaite tout le succès, Inch'Allah. On en parlera avec elle, donc on parlera un petit peu de toutes ces sources d'inspiration. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, c'est très important. Donc, au cours de cette compétition continentale, la CAN 2024, donc notre équipe devra affronter son dernier adversaire du 8e tour. Et donc, voilà, la préparation de cette équipe et la préparation de ce match, on verra justement avec Mokhtar Hamani qui nous parlera de ce match décisif Algérie-Mauritanie dès demain. Donc merci encore une fois. Dès aujourd'hui, qu'est-ce que je raconte? Merci Amel. Hein. Voilà, on a eu Amel Lalibi à l'image à l'instant, donc elle va nous donner un météo dans quelques minutes, le temps de finir ce petit sommaire. Donc dans ce sommaire, nous comptons aussi une thématique liée à la valorisation des déchets, puisque une très belle initiative a été lancée par l'Agence nationale des déchets, qui lance un concours premier du genre qui récompense les meilleures réalisations en termes de valorisation des déchets, et dans 4 catégories différentes. Et puis, nous aurons aussi le plaisir de recevoir une responsable du département de communication d'une plateforme, donc de la plateforme destinée à cet effet. Et puis, dans un autre registre, nous parlerons de Emplotique, donc cet événement qui compte de nombreuses éditions. La 11e du genre sera lancée bientôt le 27 du mois de janvier prochain, donc qui permettra justement de connecter les demandeurs d'emploi avec les employeurs. Les détails, on les aura avec notre invitée Yasmine Hadj Ahmed. Et puis, n'oublions pas que ce matin, donc, nous aurons le plaisir de retrouver Siham Kenouch. Elle nous manquait. Et puis, ce sera vraiment avec plaisir qu'on parlera avec elle de traditions d'hiver. Et voilà, je pense que c'est l'essentiel de cette matinale. J'espère que vous apprécierez et que vous serez avec nous jusqu'à 9h30. Alors, comme prévu et comme annoncé tout au début, tout de suite, les nouvelles du ciel avec Amel Arabi. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci infiniment de nous donner les nouvelles du ciel, Amel. Bienvenue. Elles sont vraiment faciles. Merci, Radia. Il y a beaucoup de soleil. Et bien justement, à revendre. Ça a oscillé quand même ce mois-ci entre soleil froid, soleil froid. Le froid, la On chaleur. a tous attrapé des grippes. Et à partir de demain, ça va remonter. Hein. Oui, les températures, oui, malheureusement. Voilà, on aurait aimé une stabilité, beaucoup de froid, beaucoup de chaleur. Ça aurait été bien, oui. Voilà. Beaucoup de pluie. En tout cas, on s'excuse encore pour la voix nasillarde. Voilà, un petit rhume qui m'a pas raté. Merci beaucoup, Amel. Allez-y. Merci, Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, Météo Algérie a émis hier une vigilance orange concernant les vents au sud. Plus exactement du côté de Tindouf, Adrar, Salah, Bojbeji, Mokhtar, Ingazam, où les vents souffler très très fort qui peuvent atteindre parfois les 80 km/h. Donc la visibilité risque d'être réduite vers ces régions, donc soyez très très prudents. Concernant le temps, eh bien on aura un ciel dégagé au nord, d'ouest en est, avec un beau soleil tout au long de la journée malheureusement. La moitié sud, eh bien on aura des passages nuageux vers le Sahara central, le Égard et le Tassili. Ailleurs, le ciel restera dégagé à partiellement voilé. Et à noter des vents forts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du côté du sud-ouest et tout au long des frontières algéro-maliennes, où on aura de fréquents soulèvements de sable et la visibilité risque d'être réduite vers ces régions.
Les températures. L'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu le minimum 12 degrés du côté de Batna, 13 à Djelfa, 15 à Al-Bayad également Constantine Sétif, 18 degrés à Tiaret, 17 Tizi Ouzou, Alger Annaba, 20 degrés à Oran, 21 degrés à Tlemcen. Au sud, 17 degrés seulement Gardaïa et Lizi, 18 Béchar, 20 degrés à Biskra, 22 Tindouf, 19 à Adrar, 21 à Janet, 27 degrés à Borj, Beji Mourtar et 28 degrés à In Gazam. La mer aujourd'hui eh bien, se montrera plutôt calme sur les côtes ouest et centre, agitée sur les côtes est, des vents faibles 10 à 20 km/h sur les côtes ouest et centre et les vents seront variables et 30 à 50 km/h sur les côtes est, les vents seront de secteur ouest à nord-ouest. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride pour aujourd'hui. Eh bien, le soleil se couchera vers 18h03. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment Amel. Je vous souhaite également de passer une excellente journée. Excellente journée à Faites vous. attention au changement de température Ah oui, en tout oui, cas. Le mouchoir. Ne tombez pas dans le piège. En tout cas, excellente journée. Excellente Merci. journée également à ceux qui nous ont rejoints à l'instant. Donc dans Bonjour d'Algérie, nous allons recevoir quelques invités dans un instant. Mais avant, notre hommage au peuple razaoui, au peuple palestinien à Raza occupé, tout de suite avec cette chanson Oh Palestine de Seth Staton Watkins. Et c'est parti. Natives were expelled from the land of their ancestors, their homes and cities shelled, from the traitors in Transjordan to clandestine British demand by the settlers' Zionist army that rampaged across the land. Oh Palestine, we hear your desperate plea that once again across the land your people can be free. Oh Palestine, your people live in fear. We demand your emancipation from the river to the sea. In 1967, Israel did invade to conquer and to colonize what little had remained. The people of old Palestine, once again their fates entwined with the Zionist occupation of their homes and weary minds. Oh Palestine, we hear your desperate plea that once again across the land your people can be free. Oh Palestine, your people live in fear. We demand your emancipation from the river to the sea. In 2023, they've come a final time to destroy your homes and families with a murderous, lethal design. Voilà, nous démarrons avec du sport ce matin en présence de Mourtar Hammani qui vient de me rejoindre. Bonjour. Bonjour Ladia. Très heureuse de vous avoir avec nous ce matin. Très heureuse de pouvoir, merci. grâce à vous, suivre les exploits et les réalisations de notre équipe nationale à la CAN. Donc La l'événement Coupe d'Afrique des phare, Nations. bien C'est sûr. l'événement phare, voilà. Oui, absolument. Donc on va en parler tout de suite. On va en On parler. a la cap sur la Côte d'Ivoire après ceci.
Mortar, notre équipe a réalisé 2 matchs jusqu'à présent, donc elle a plutôt disputé 2 matchs et au final 2 matchs nuls face à l'Angola, mais aussi au Burkina Faso. Un but partout face à l'Angola, c'était lors de la première journée, et 2 buts partout, c'était face au Burkina Faso lors de la deuxième journée. Et là, on est en train de gagner le 3e match avec un large score, si c'est possible, pour échapper à tout mauvais calcul qui pourrait nous empêcher de passer au prochain tour. La Mauritanie, c'est l'adversaire. Pression que ça exerce une grosse pression sur les épaules de l'entraîneur, du staff et des joueurs de l'équipe nationale qui sont, il faut le dire, pour assurer le public algérien, qui sont habitués à la pression, à gérer la pression. Ce soir, à 21h, la Mauritanie qui n'a rien à perdre, si ce n'est de présenter un beau visage jusqu'à présent. Après 2 matchs, ils ont séduit le public de la Coupe d'Afrique des Nations et les présents également. Hier, il y avait conférence de presse, il y avait séance d'entraînement. Juste après, la conférence de presse a été suivie par l'ensemble des journalistes et des téléspectateurs. On va revenir par aspect. Tout d'abord avec Jamal Belmadi. Jamal Belmadi qui dit tout simplement que ça sera un match difficile, mais pas impossible pour passer. La mission n'est pas impossible pour passer au prochain tour, c'est-à-dire les 8e de finale. Il faudrait d'abord bien négocier ce match face à la Mauritanie. Il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui, il y a je crois Sénégal et le Cap-Vert qui sont qualifiés donc, sur 24 équipes, c'est ça 24 équipes. Il y en a 22 sur lesquelles qu'ils ont encore tout à jouer. Sénégal tenant du titre. Donc on était aussi tenant du titre, on est sorti au premier tour. Le football est ainsi fait, les équipes progressent, les équipes travaillent, il y a de la qualité partout. Les équipes n'ont pas peur de jouer, n'ont pas peur entre guillemets, des noms, tout ce que vous voulez, des statuts d'équipe, des favoris, dont j'ai jamais. On est favori des fois de facto. T'es champion d'Afrique, t'es favori, c'est de facto. Mais jamais trop aimé ces termes-là. J'ai suffisamment. Vous savez, le sport de haut niveau vous rend humble. Le football vous rend humble. Nous, si on s'est fait éliminer au premier tour de la dernière CAN, comme vous dites, c'est pas par manque justement d'humilité. Si on manquait d'humilité entre 2019 et notre première défaite, il a fallu attendre janvier 2022. Donc ça veut dire qu'il y a eu une constance dans nos résultats. Il y a eu une équipe qui a toujours voulu briller et continuer à progresser. Il s'avère qu'il faut chuter un jour. La compétition telle qu'elle est aujourd'hui, pour revenir à notre CAN, c'est pas le meilleur début. On aurait voulu des deuxième matchs être qualifiés. On est dans la même situation que 22 équipes. Voilà, mais on reste confiant sur cette qualification et pourquoi pas même finir premier de ce groupe-là. C'est le moins qu'on souhaite à notre équipe. C'est l'objectif pour l'équipe. Absolument. Et cette équipe est-elle prête? Ce que vous en pensez, Mortar? Notamment sur le plan physique, on craignait un petit peu en Afrique, la chaleur, l'humidité. Ils ont joué le dernier match, les joueurs de l'équipe nationale, donc face au Burkina, sous une chaleur suffocante à 15h de l'après-midi, un soleil de plomb, 37 degrés. Sur le plan physique, ils se sont préparés. C'est d'ailleurs pour cela que l'équipe nationale s'est déplacée au Togo une dizaine de jours avant le début de cette Coupe d'Afrique des Nations pour s'acclimater et surtout se préparer dans les conditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Jamal Belmadi nous rassure, il se dit prêt pour affronter cette 3e équipe, à savoir la Mauritanie. Bon, ce qu'on a fait au Togo, ce qu'on a fait jusqu'à présent, on est justement dans de très bonnes conditions. Tout le travail effectué, c'est justement pour pouvoir supporter. On savait qu'on a joué le 15, le 20, le 23. C'était donc tout le travail qui était fait en amont. C'était pour pouvoir tenir sur cet agenda-là, ce calendrier-là, avec les conditions climatiques qui vont avec et tout ça. Donc, non, je vois moi une équipe qui a bien récupéré du match d'avant-hier et qui est prête pour jouer demain, Inch'Allah. Oui, c'est vrai, mais il reste ce facteur qui dérange des fois, c'est la pression qu'ont les joueurs quand ils ont obligation de gagner. Ouais, Comment gérer ça?
Des joueurs qui sont habitués, qui ont été formés dans leur club formateur, surtout respectif, pour gérer tous les aspects liés à la performance, au sport d'élite. La plupart d'entre eux ont évolué dans de grands clubs formateurs. Gérer la pression, notamment la pression de l'Afrique et de la Coupe d'Afrique des Nations. Les joueurs et le staff technique sont aguerris à ce genre d'exercice. Et donc, pas de souci pour Belmadi et toute sa troupe. On l'écoute encore une fois à ce propos. Très sincèrement, moi j'aime la pression, de toute manière. On fait ce métier-là pas pour que ce soit... Je le dis souvent, le sport de haut niveau, le football en particulier, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Et ceux qui supportent pas la pression, ils n'ont rien à faire là-dedans. Donc moi, j'ai pas de souci avec ça. Les joueurs, ça fait pour pas mal d'entre eux que je connais, n'ont pas de souci avec ça. On a juste l'envie de bien faire, l'envie de se qualifier et de passer sur un second tournoi. Avant ça, il y a une bonne bataille qui nous attend demain. On en est conscient, mais on est en même temps tranquille. Il y a des questions qui reviennent en général par rapport à la composition de l'équipe et c'est vrai que Ben Nasser a brillé par son absence. Donc la dernière fois, son public l'attend, les supporters réclament sa présence, espèrent du moins sa présence. Qu'en est-il justement de cette absence ? On attendait depuis longtemps son retour puisqu'il était absent à plus de 4 mois pour cause de blessure, une méchante blessure qui l'a éloigné des terrains. Et il retrouve à 1 mois et demi de la Coupe d'Afrique des Nations la compétition, l'entraînement. C'était de bon augure pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, après le premier match, il a ressenti une petite douleur. Le staff médical et le staff technique ont décidé de le ménager pour qu'il soit prêt pour le troisième match. Pour le deuxième tour, si ou le on quart est qualifié, de finale. Inch'Allah. Il y aura lui et il y aura également Rami Ben Sab'ini qui est absent pour cumul de cartons. Il a eu deux cartons jaunes durant 2 matchs différents, donc il ne sera pas présent. Tout simplement lors de cette troisième confrontation face à la Mauritanie. On écoute Jamal Belmadi encore une fois sur l'absence de ces 2 joueurs. 2 joueurs qui ont beaucoup joué dans cette équipe-là, donc c'est toujours un manque de pas bénéficier de ces joueurs-là, mais on a un effectif qui est là, de joueurs internationaux, de bons, de haut niveau, capables de prendre la relève. Donc il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là, Inch'Allah. Et puis certains commentaires parlent justement d'une baisse de forme pour Mahrez, le capitaine de l'équipe. Et ça peut arriver dans la carrière de n'importe quel sportif et dans n'importe quel joueur. Il ne faut pas trop s'inquiéter, il ne faut pas trop s'alarmer. C'est vrai qu'on a grandement besoin de lui. Donc, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il va peut-être se réveiller. Il suffit d'un petit geste technique, d'un but et on en reparlera du grand Mahrez. C'est des passages comme ça dans la carrière d'un joueur. D'ailleurs, l'un des joueurs cadres de cette équipe, Houssam Aouar, qui était présent lors de la conférence de presse pour accompagner Jamal Belmadi, nous en dit plus sur l'état de forme de Riyad Mahrez. Comme l'a dit le coach, Riyad c'est un joueur d'expérience. Je pense que dans sa carrière il a dû déjà vivre des moments un peu plus compliqués, mais en tout cas nous on le voit très serein au quotidien et surtout très travailleur, et je pense que c'est ce qui compte, et en tout cas on a toujours notre confiance en 100% en notre capitaine. C'est vrai que la forme physique compte dans une pareille compétition continentale, mais il n'y a pas que ça. Le psychique aussi a son poids, hein, n'est-ce pas ? 2 gros paramètres à gérer durant une compétition qui se déroule sur 1 mois à peu près. Il faut gérer le physique, c'est la gestion rationnelle de l'effort physique et psychique. Sur ce plan-là, les joueurs sont bien préparés. On écoute encore une fois Houssam Aouar. Je pense pas qu'il y ait un problème dans les têtes. Comme je l'ai dit auparavant, on est composé de grands, voire de très grands joueurs. Donc forcément, des joueurs... ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'expérience de savoir vite switcher dans la tête. Bien sûr, on sait que
Ça fait, comme vous l'avez dit, 5 matchs qu'on n'a pas gagné en Coupe d'Afrique, mais ça, c'est simplement des statistiques. Le plus important, c'est ce qu'on fait sur le terrain et surtout comment on se sent au quotidien pour pouvoir ensuite retranscrire le genre de match. Voilà, et le jour du match, c'est aujourd'hui à partir de 21h face à la Mauritanie à Bouaké, donc Algérie-Mauritanie. Et en même temps, puisque les troisièmes matchs se déroulent depuis pas mal d'années déjà, en même temps, donc pour qu'il n'y ait pas de trafic de matchs, donc de résultats de matchs arrangés. En même temps, donc Angola, Burkina Faso, ça sera à Yamoussoukro. À partir de 21h, ça c'est pour le camp du groupe D. Pour le camp du groupe C, il y aura Guinée-Sénégal à 18h et Gambie-Cameroun à Bouaké. Juste pour rappeler également, le coup de tonnerre hier, c'était l'élimination précoce du pays organisateur, donc la Côte d'Ivoire, qui a été battue largement par la Guinée équatoriale, donc éliminée du coup. La Guinée qui passe au prochain tour avec le Nigeria, qui a battu 1-0 la Guinée-Bissau. Et dans le groupe B, 2 matchs à suspense, Égypte, Cap-Vert, 2 buts partout, les deux sont qualifiés, le Mozambique et le Ghana en fait également 2 buts partout. Le Ghana doit attendre un miracle, à savoir l'une des meilleures 3e places pour passer au prochain tour. Voilà, on a été complet en matière de Coupe d'Afrique des Nations de football, mais en même temps, il y a la Coupe d'Afrique des Nations de handball qui se déroule en Égypte avec, on va voir les images, la dernière séance d'entraînement hier de l'équipe nationale drivée par Farouk Dhili qui se prépare pour le quart de finale face à la République démocratique du Congo. Ça sera à partir de 14h. Aujourd'hui, il faut rappeler qu'on avait battu le Maroc avant-hier pour terminer premier du groupe respectif, le groupe C. On va voir les images de handball si vous permettez. Donc victoire face au Maroc 30-23 pour se qualifier au prochain tour. Voilà pour le handball et pour toute la page sportive. D'accord, merci infiniment. Donc Mortal, on va essayer de voir les images. Je ne sais pas si elles sont prêtes. Cette équipe, voilà, on a beaucoup parlé de l'équipe nationale de football, mais qu'en est-il de cette équipe de handball? Est-ce qu'elle a toutes ses chances, Mortal? Qu'est-ce que vous en pensez? Par rapport à l'instabilité qui a régné au niveau de la fédération ces derniers temps, on craignait un petit peu un mauvais départ du set national drivé par Farouk Dhili avec une pléiade de très grands joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs étrangers. Eh bien, la mayonnaise a pris rapidement. Les joueurs se sont adaptés au nouvel entraîneur puisqu'il y a eu un changement d'entraîneur, Bouchkriou Dhili. Ils se sont adaptés et en vite. C'est des professionnels comme les footballeurs. Donc, ils ont gagné leurs 3 matchs face au Gabon, la Libye et le Maroc pour la 3e journée et dominé le groupe C. Et prochain tour, donc ça sera face à la République démocratique du Congo. Ça sera à partir de 14h. On écoute cette fois-ci l'entraîneur national Farouk Dhili qui fait un bilan du premier tour. Il se projette carrément au 2e tour, à savoir les quarts de finale. Il est au micro de notre envoyé spécial au Caire, Toufik Derbel. Ça va venir, l'entraîneur national Farouk Dhili, donc Toufik Derbel qui s'est déplacé pour couvrir l'événement pour la télévision algérienne. On l'écoute cette fois-ci, espérons que ça soit prêt. On est monté tout doucement en puissance de match en match. C'est de bon augure pour la suite. Malheureusement, on a eu quelques séquelles au cours du parcours. On a laissé, il y a Zoher Naïm qui est blessé. Il y a Khalifa Rodban aussi qui est blessé, le match du Maroc d'hier. Il y a d'autres joueurs qui ont des petits bobos, des hématomes et tout. Mais Inch'Allah, on va tout faire pour minimiser les dégâts pour qu'ils soient prêts, Inch'Allah, demain, Inch'Allah. La rencontre de demain, c'est un quart de finale. C'est un match très difficile qui s'annonce difficile, un handball un peu différent du Maroc. Mais on aura en face des joueurs qui jouent, pratiquement des professionnels qui jouent en championnat européen, notamment en France. Et ça va être difficile, il faut qu'on soit bien concentré pour avoir les 2 points du match et la qualif, Inch'Allah. Il y a une nette progression des pays africains. Il y a beaucoup de progression sur le plan morphologique, sur le plan jeu.
Il y a beaucoup de joueurs professionnels qui évoluent en Europe, notamment en Europe, qui ont renforcé leur équipe respective. Et ben, le niveau il est de hausse d'un tournoi à un autre tournoi. Il faut pas cesser il faut continuer à travailler, même après ce tournoi-là. Il ne faut pas qu'on s'arrête, il faut mettre les moyens et adopter une politique pour progresser, pour avoir des résultats positifs à l'avenir, Inch'Allah. Voilà, on va terminer par des vœux ou un petit 1, 2, 3, viva l'Algérie. Pour les deux équipes nationales, handball. Pour les deux équipes, handball et football. Le football, donc ce soir, les regards de tous les Algériens sont rivés sur la Côte d'Ivoire. Et ça sera en direct sur la chaîne nationale terrestre à partir de 21h. À partir de 21h, et on termine en beauté avec ce reportage de Smaïl Belkaïdi à Festican. Donc un festival de sport pour tous organisé en marge de la CAN justement de football. Smaïl, notre envoyé spécial, a suivi pour nous et pour vous l'ambiance qui a régné. On va voir ça en images. En marge de la CAN ivoirienne, des activités sportives et de loisirs sont organisées à Bouaké, dont le Festican, qui est une manifestation destinée à la population bouakienne afin d'animer le dimanche, jour de repos, dans une ambiance festive bien spéciale. Toutes les couches sportives de la ville de Bouaké se sont réunies autour du Festican pour célébrer les valeurs de paix et de sport. D'abord, on a commencé par les étirements. Les étirements qui font partie des mouvements du sport. Et ensuite, nous avons fait une marche dans la ville de Bouaké pour montrer qu'ensemble, on est tous unis et on est hospitaliers, on accueille tout le monde. Et ensuite, on est venu pour la séance de fitness qui a poussé les gens à danser dans la séance de fitness à faire des mouvements de sport, qui est à dire l'échauffement, le cardio et tout ce qui va avec. Festican a été organisé pour avoir plus de santé, pour être plus en forme. On a fait du fitness, un peu de tout. Franchement dit, ça a été une belle organisation. Je suis venue faire sport aujourd'hui pour me sentir bien. Dans la grâce de Dieu, quand je fais sport, ça me fait bien. Dans ces fitness côtoient d'autres disciplines comme le techball, dont les adeptes ont saisi cette opportunité pour en faire la promotion. Le techball, c'est un sport dérivé du tennis de table, du volley et du football. Il a été créé en 2007 en Hongrie et la fédération internationale, c'est la FITEC, qui réside en Hongrie effectivement. En offre de la CAN 2023 qui est organisée en Côte d'Ivoire, nous nous retrouvons aujourd'hui dans la cité de la paix à Bouaké pour égayer, pour promouvoir le techball. Je suis très heureux de participer au Festival. C'est un plaisir d'être là et que la joie soit le partage de tous. Et nous sommes très fiers d'appartenir à cette équipe, de représenter notre pays dans les compétitions internationales. Et aujourd'hui, nous sommes venus à Festican faire la démonstration du techball pour montrer un peu l'ampleur du techball au monde entier. Je suis ravie de participer à cet événement et j'invite toutes les filles de Bouaké à participer au jeu techball. Le sport pour tous est une activité hebdomadaire à Bouaké qui s'est mise à l'ère du temps lors de la CAN en mettant en valeur ses valeurs d'hospitalité. Voilà, très bientôt un événement très attendu donc par tous les demandeurs d'emploi, donc qui chaque édition de l'Emploitique donc voilà essaye justement de se placer dans le marché du travail. Aujourd'hui, on a le plaisir justement de vous annoncer toutes les nouveautés liées à cet événement qui est une plaque tournante très importante pour le marché du travail chez nous. Et on est vraiment ravis de recevoir Yasmine Hadj Ahmed pour en parler. Vous êtes responsable de la communication pour l'événement, donc cette 11e édition d'Emploitique. Du salon Emploitique Connect. Absolument. Voilà, ravi d'être parmi vous et de pouvoir partager avec vous tous les détails concernant cette 11e édition. Ouais. Voilà, donc ça se tiendra, on donne les informations les plus importantes, donc ça se tiendra les 27 et 28 janvier au niveau de la Coupole d'Alger, donc de 9h à 17h. Et cette année, on sera prêt. C'est une nouveauté déjà, le lieu, non? Oui, oui. En fait, nous avons choisi la Coupole parce que déjà, c'est un lieu qui est central et
ça sera la première fois que la coupole justement abritera un salon de l'emploi. Donc ça sera une première justement. Et en fait, le lieu est très adapté, comme je vous l'ai dit, parce que c'est central et c'est un lieu adapté aussi à recevoir beaucoup de monde. Accessible très facilement. Donc il peut être accessible de toutes parts. Donc c'est justement pour faciliter au maximum l'accès à l'emploi pour les chercheurs. Donc on s'attend quand même à recevoir beaucoup de demandeurs d'emploi au niveau du salon, et il y aura en fait beaucoup d'entreprises et beaucoup d'opportunités. Donc on s'attend à accueillir à peu près 20 000 visiteurs qui candidateront pour plus de 2500 opportunités d'emploi. Ça, c'est bien. Il y aura justement à peu près une centaine d'entreprises qui en fait exposeront leurs besoins en recrutement et rencontreront directement les chercheurs d'emploi pour recruter. Donc la finalité du salon, c'est de recruter et de rapprocher au maximum le demandeur d'emploi et l'entreprise, afin justement de concrétiser ces demandes d'emploi et pouvoir être recruté. Et à ce stade, justement, vous avez tout préparé, vous me disiez, pour qu'il y ait une véritable transparence au niveau de ces entreprises. Absolument. Pour que tout soit bien structuré et que... Tout à fait. En fait, toute entreprise qui participe au salon nous a préalablement communiqué ses besoins en recrutement. Donc, chaque entreprise annoncée comme participant sur nos réseaux a communiqué tous ses besoins en recrutement. Et en fait, ça nous a permis de cibler les candidats qui correspondent aux besoins de ces entreprises afin de faciliter justement la connexion entre ces deux. Donc, quand on a annoncé les 2500 postes d'emploi, c'était selon ce que nous avaient communiqué les entreprises comme besoin. Et en fait, les besoins des entreprises sont très, très variés. Donc, nous avons différents métiers, nous avons différents secteurs d'activité et nous avons aussi différents niveaux de postes qui sont recherchés par les entreprises. Donc, ça peut aller du stage jusqu'au poste de directeur. Donc, les entreprises recherchent justement à enrichir leur main-d'œuvre et justement assurer la pérennité de leurs entreprises à travers ces nouvelles recrues. Yasmine Hadj Ahmed, admettons que je sois un demandeur d'emploi, j'ai envie, je viens de recevoir cette information, que dois-je faire ? Alors en fait, il faut juste s'inscrire sur connect.emploitique.com. Ça prend 30 secondes à renseigner le formulaire. Mais si on en a juste entendu parler et que nous ne sommes pas inscrits, on peut vous inscrire directement sur place. En fait, l'invitation est envoyée à toute personne qui recherche un emploi, qu'elle soit primo-demandeur, c'est-à-dire qu'elle vienne de sortir de l'université, ou bien qu'elle soit en perspective d'évolution de carrière. Donc, ce salon est destiné à toute personne qui est en recherche d'opportunités d'emploi. C'est excellent. Donc, comment se déroule l'opération sur place? Est-ce que, ce sera comme d'habitude, donc les entreprises d'un côté, les CV sont déposés. En fait, il y a beaucoup de nouveautés. On a essayé, comme je vous l'ai dit, de faciliter au maximum le contact entre les entreprises et les candidats. Donc en fait, il y aura une partie où les candidats pourront rencontrer directement les entreprises et déposer leur CV de manière électronique pour s'assurer réellement que le CV sera gardé au niveau de l'entreprise et qu'il sera traité par la suite. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous avons dédié un espace pour que les entreprises puissent passer des entretiens sur place et accélérer surtout ce processus de sélection et de recrutement. Donc ça, c'est une nouveauté. Oui, c'est une nouveauté. Donc les entreprises peuvent faire des entretiens sur place. C'est un gain de temps pour les deux. Et puis nous avons même développé une application qui permet aussi aux candidats de réserver des créneaux avec les entreprises pour passer des entretiens. Donc ça leur fait gagner du temps, ça leur permet de sélectionner les entreprises qui les intéressent et les profils, les postes d'emploi qui les intéressent, et de programmer au préalable des entretiens avec les entreprises. Donc ça aussi, c'est une nouveauté. On a aussi mis à disposition, comme pour les années précédentes, une partie où des ateliers et des conférences seront animés. C'est une partie très importante du salon, vu que c'est la partie où l'accompagnement et l'orientation des candidats prend toute son ampleur.
Donc, il y a beaucoup d'experts et de recruteurs qui vont animer des ateliers dans différentes thématiques, donc des thématiques métiers, des thématiques conseils à la recherche d'emploi. On va aussi parler des tendances de recherche d'emploi. Et on a eu la chance d'avoir le parrainage du ministère de l'économie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises. Et la secrétaire générale animera un atelier sur le nouveau statut d'auto-entrepreneur. Voilà. Excellent. Donc, toutes les recettes sont là pour aider les chercheurs d'emploi à réussir, que ce soit dans le salariat ou bien dans l'entrepreneuriat. Très bien, donc voilà, à défaut justement de postuler, on peut toujours s'imprégner de toutes ces directives qui vont être utiles dans un début de carrière notamment ou dans le développement d'une entreprise, tout dépend. Absolument. Ça peut être vraiment très utile et c'est très enrichissant. Donc voilà, on va rappeler quand même que pour tous les pourvoyeurs, toutes les personnes qui cherchent un emploi, il y a 100 entreprises qui vous attendent à Employati Connect et puis il y a aussi 2500 postes, ce qui est pas mal. Tout à fait, ce qui est pas mal pour... en fait, nous, ce qu'il faut rappeler, c'est que nous sommes aussi un site de recrutement qui met en avant des offres d'emploi, donc qui rapproche déjà les chercheurs d'emploi et les entreprises à travers ces offres. Et tout au long de l'année, vous voulez dire ? Tout au long de l'année, effectivement. D'ailleurs, il y a à peu près plus de 20 000 recrutements qui sont effectués via notre plateforme par an. Donc, on permet déjà à ces personnes-là de trouver un travail. Et ce salon est aussi une autre opportunité pour les chercheurs d'emploi de rencontrer directement les entreprises et d'augmenter leurs chances de trouver un travail très rapidement et surtout un travail qui leur convienne. C'est encore beaucoup plus efficace. Absolument. Le contact est vraiment direct. On rappelle le site pour finir ? Donc, pour le salon, il faut s'inscrire sur le www.connect.emploitique.com. Et au-delà du salon, si une personne cherche un emploi, donc il suffit d'aller sur le www.emploitique.com et le contact se fait directement aussi avec le recruteur. Voilà. Très bien, on finira par dire que le salon est quand même soutenu par le ministère de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises, bien sûr, qui est toujours à l'affût de nouveautés ou de toutes ces dynamiques qui peuvent booster le marché du travail. Excellent. Exactement. Merci beaucoup. En tout cas, merci infiniment pour tout cet éclairage. Yasmine Hadj Ahmed, donc vous êtes responsable de la communication pour Emploitique Connect et donc bon vent pour tout ça. Merci beaucoup. Et on rappelle que c'est le 27 et 28 janvier à la Coupole de 9h à 17h. Parfait, merci infiniment. Merci à vous. On va parler de nature tout de suite avec Samia Bouharour qui nous propose tout de suite un reportage, la floriculture en l'occurrence chez nous. Comment ça se passe ? Notre guide sera tout simplement Samia. C'est parti. Boutique de fleurs qui existe depuis 1938 au cœur de Hydra est parmi les plus anciennes à Alger. De génération en génération, les propriétaires sont restés fidèles à ce savoir-faire, à l'exemple de la famille Brahimi. Lamine prépare cette composition florale pour une cliente. C'est des couleurs pastel sont très demandées, les compositions. Un bouquet la taille, il varie entre combien, la fourchette à peu près? Entre 2500 à 4000. Et la rose, elle est disponible pendant toute l'année? Beaucoup plus importation. Un bouquet se compose d'une variété de fleurs. Les plus populaires sont... C'est la stroméria, c'est la même famille de lys. Ah d'accord. Et c'est plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs. Ok. هادو c'est les œillets. معروفين بالقرن في الحنانة. كانوا كاينين en Algérie هادو ولا؟ les œillets كانوا كاينين. حنا beaucoup plus c'est les roses. حنا في الجزائر عطوا la rose c'est tout. Mais Dorka, bien sûr, la variété d'importation, bien sûr. Et ça, c'est une variété de rose aussi? Non, c'est l'Isianthus. Ça, c'est les chrysanthèmes. La floriculture en Algérie se développe à petits pas. Et pourtant, plusieurs variétés étaient cultivées autrefois, selon Amerli, l'un des plus anciens fleuristes d'Alger.
ce qui les pousse souvent à importer. Les variétés, je crois, mais au contraire, c'est les variétés qui ont disparu. C'est des variétés qui راحوا ماشي au contraire كاين. Les chrysanthèmes, ça existe من بكري كانوا يغرسوا هنا. لي روز خلينا هذا جيبسوفيل زمان كانوا يعيطوا له لولا كانوا يغرسوه لو بلون بلون. يا كاع لي variétés اللي كانوا on les voit plus دوكا. Plusieurs foires ont été organisées dans la ville des Roses, ainsi que la fête de la rose et fleurs d'oranger à Constantine, des initiatives qui encouragent les jeunes et les passionnés de ce métier à investir dans ce domaine qui refleurira certainement avec la disponibilité des moyens et la bonne formation pour un avenir en rose. Merci à la fleur parmi les fleurs. Une autre fleur vient de s'installer. Elle mériterait le plus beau des bouquets. Siam Kenous, ce matin, elle va nous parler de Dame Nature, elle aussi. Elle bonjour, bonjour. De l'hiver notamment. Bonjour, bonjour. Notre bonjour est olfactif aujourd'hui. C'est olfactif, j'ai envie de dire. Oui. Voilà, ça sent la rose, ça sent les fleurs. Il y a un adage qui dit Fourar. Fourar, c'est février? Tout à fait. Fourar, c'est la nomination autochtone donc, de chez nous des mois latins. Donc nous avons les mois latins, janvier, février, mars, avril, qui ont été prononcés autrement en Nord-Afrique. Donc Nayer, Fourar, Mghres et Ebrir. En fait, ceci est c'est le calendrier grégorien, grégorien dit autrement. À l'intérieur de ce calendrier, le mois se partage en plusieurs semaines. Et les saisons eux-mêmes, il y a 4 saisons n'est-ce pas? Il y a 4 saisons par an. L'hiver, l'automne, le printemps et très bien. Alors, c'est l'été. C'est l'été. Et chaque saison est elle aussi subdivisée en décans. Subdivisée en décans de 13 jours si on veut, d'accord? Et il y a 7 décans dans chaque saison. Quand on multiplie 7 fois 4, ça fait 28 décans. Ça rappelle le mois lunaire. Exactement. C'est pour ça qu'on appelle ceci aussi le menazil, c'est-à-dire les maisons lunaires. Donc l'année agraire s'adapte au soleil et à la lune. Il faut 2 pour faire une année. Donc l'année agraire se base sur le calcul solaire et le calcul lunaire. Il y a les saisons, à l'intérieur des saisons, les mois, et à l'intérieur des mois, les décans, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si j'ai envie de dire que nous sommes en 2024, nous sommes le combien déjà? Le 22, le 23? Ah, je suis moi aussi, je suis perdue. On est le 22, je pense. Ben non, on est le 23. Voilà. Vous avez tout faux, toutes les deux. Alors le 23, donc nous sommes à la dernière, bientôt la dernière semaine de ce qu'on appelle le boulard, d'accord? Et le boulard, qu'est-ce que c'est que le boulard? Nous avons Naïr, mais juste après nous avons le Belda, après le Belda nous avons Saad al-Dhabah, nous avons Saad al-Boulard, après Saad al-Saoud et Saad al-Khabia. Donc ça, ce sont des décans qui se suivent. Ça fait fin janvier, février, et fin février, début mars. Alors, qu'est-ce que ça signifie quoi? Je me pose la question. Alors, ça c'est en fait, c'est quand il neige vraiment et que le bétail, il fait tellement froid que le bétail peut mourir. Il y a un certain adage qui dit c'est-à-dire que la chèvre va périr parce qu'il fait très très froid, mais ses enfants, on va les entendre vraiment crier. Là, il neigera beaucoup. Alors, il est suivi par Saad al-Boulard. Alors, pourquoi Saad al-Boulard? Saad al-Boulard parce que tout simplement, l'ard hadik tebla الثلج. D'accord. Donc, il n'y aura plus. Il a fait le boulard, c'est-à-dire quand il n'y a plus de boulard, la fonte des neiges est arrivée, c'est bon. Et c'est pour ça qu'après, il y a Saad al-Saoud.
Alors Saad Saoud, c'est il annonce le printemps, lui. Février qui annonçait, mi-février qui va annoncer le printemps. D'ailleurs, on dit Saad Saoud يجري الماء في العود. C'est-à-dire que déjà il y a une certaine germination, il y a le début du printemps. Et après Saad Saoud, il y a un autre événement, c'est Saad al-Khabia. Là, l'hibernation est passée, c'est-à-dire tout ce qui était en train d'hiberner va sortir. Certains oiseaux, peut-être les hérissons, les tortues, etc. Donc vous voyez que ça va avec la nature. Et c'est un héritage traditionnel qui aidait nos agriculteurs, nos paysans avant. C'est comme ça qu'on comptait avant. À gérer. Donc c'est comme ça qu'on comptait. Et on attribue cela, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, on l'attribue à un certain Rilen. Et ce Rilen vivait jadis, personne ne sait, mais en tout cas du côté des steppes, et on dit que Rilen c'était quelqu'un qui vivait beaucoup dans la nature, en osmose avec la nature, et qu'il avait un troupeau de chameaux et de dromadaires si on veut, et ces dromadaires-là, en le suivant, en regardant le ciel, en regardant plein de choses, il a accumulé des connaissances. Oui, ça lui a inspiré ces mots-là, et c'est parce que quand on dit, par exemple, quand je dis Dabh al-Boula, ça va avec la constellation. Oui. Ça suit le zodiaque aussi, parce que Zabah, c'est une étoile dans le Capricorne. Très bien. D'accord. Et quand on dit El Bouler, c'est aussi une étoile dans le Capricorne. Quand on dit Saad Saoud, là nous sommes dans le Verseau. D'ailleurs, on arrive même à dire El Hout, Triya, etc. Triya, c'est les Pléiades. Donc vous voyez que c'est la Lune qui se situe entre deux étoiles. Alors, l'étoile qui est plus proche de la Lune, c'est elle. Qui donne le nom au décan. Elle donne le nom. Donc, nous avons... Et seulement, il faut savoir qu'en Nord-Afrique, la composition, par exemple, de l'année agraire, soit des saisons, n'est pas la même. Nous, ici en Algérie notamment, l'hiver commence le 26 novembre et le printemps le 16 mars. Donc, il y a un décalage quand même de... avec le réchauffement climatique... On se pose la question. Les paysans d'avant, s'ils voyaient ça, ils ont raison. Ils se perdraient. Donc, le premier décan, là où on prépare la terre, c'est Choula. La choula, il faut vraiment préparer la terre, il y a hasdo, il faut vraiment, non pas hasdo, plutôt, il faut préparer, tourner la terre, labourer, etc. Et puis nous avons tout ce qui est les saisons qui vont venir après. Nous avons Smaïm qui annonce l'été. Alors Smaïm, c'est le plein été, hein, c'est 40 jours de grande chaleur, c'est les canicules. Oui. Et ça commence le 24 juillet et à compter 40 jours. Donc vous voyez que ce sont des emplacements entre lune et soleil qui donnent tout un savoir-faire et tout un héritage qui se balance entre la lune et le soleil. C'est des appellations de chez nous qu'on trouve un petit peu légèrement au Moyen-Orient, mais qui généralement sont bien utilisées. Actuellement, ça se perd. Bon, actuellement, quand c'est un vieil agriculteur, quand il va tourner la terre, il te dit, bon, je ne vais pas labourer, par exemple. Faire attention à tout ça. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des saisons où il ne faut pas toucher la terre. Ce qu'on appelle l'Yal il-Mouta. L'Yal il-Mouta, c'est des nuits qui précèdent l'Inaïr, et là, il fait très sombre et très humide. Donc, il faut pas toucher la terre. Et après, Naïr, ce qu'on appelle l'Yal il-Bioda. L'Yal il-Bioda, là, il faut aller vers la terre parce que elle est là, elle se prépare à être nourrie par la pluie, etc. Donc, on ne s'était pas vu en Yal. Oui. Bonne et heureuse année 1974. Merci beaucoup. Un décan après. Un décan après, c'est bien, ça fait plaisir en tout cas. En janvier, on a le droit de dire bonne et heureuse année pendant un mois. Donc oui, nous avons encore une semaine, donc on peut toujours le dire. Très bien. Alors, comme en 2024, on vous souhaite une très 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 bonne année. Et si vous êtes agriculteur, vous pouvez toujours nous parler de Saad Saoud qui va bientôt entamer en février. Oui, et là c'est le début franchement du printemps. Il y a ce qu'on appelle Farha al-Boula ou Farha al-Tiyour, c'est-à-dire que maintenant
il y a les oiseaux migrateurs qui vont, les uns vont partir, les autres vont arriver. D'ailleurs, on les voit si vous élevez. Il y a ce qu'on appelle Zazo qui commence à faire son voyage. Et bien sûr, chaque région a aussi ses appellations. Par exemple, il y a ceux qui préfèrent dire, au lieu de Saad Saoud, ils disent Yamat al-Ta. Et alors, Yamat al-Ta, c'est-à-dire qu'il ne faut pas passer la nuit dehors. Là, il fait très, très, très froid. Voilà. Donc, ce sont des saisons qui ont raconté, qui sont expliquées dans plusieurs poésies aussi. Et c'est comme ça que les gens comptaient. Absolument, absolument. En tout cas, cette belle nature, cette diversification aussi du relief dans notre pays inspire énormément les artistes, les photographes aussi. Ce sont aussi d'excellents observateurs qui nous sortiront autre chose. Les fameux lumières. Non, mais ce serait bien de faire un calendrier de 13 décans qu'on pourra dessiner, par exemple. Très bien illustré. Voilà. Et 28 x 13, ça nous donne 360, nous sommes dans l'année, hein, franchement. Voilà. Ben, c'est à faire, c'est une idée, un projet qui va peut-être inspirer un des photographes, puisqu'on va parler de photographie, j'essayais un petit peu de tisser. Merci infiniment, Sihem. Mais je vous en prie, c'est un plaisir. Passez une excellente journée. Merci. Merci à Faiza. Faiza, merci. Merci à tous ceux qui sont avec nous également et à qui on va offrir tout de suite un autre reportage qui va mettre en relief le talent de photographe, notamment Fatma Zahra, Hadj Ahmed, oui, et c'est Feriel Hamdi qui a été à sa rencontre. On va voir les images ensemble. Photographe autodidacte, Fatima Zahra Hadj Ahmed a débuté sa carrière en 2012. J'ai découvert la photo, c'était vers 2012. C'était en faisant des photos comme ça par hasard et c'était aimé par mes amis quand j'ai publié. Toi, donc ça m'a encouragée à avancer, à devenir un peu plus gourmande. J'ai fait quelques formations et tout, j'ai côtoyé des photographes et alhamdoulilah, maintenant je peux dire j'ai fait mon petit nid quand même. Elle est fascinée par l'architecture d'Alger et exerce en art de la photographie pour illustrer et valoriser encore davantage les sites uniques que présente la capitale. La Kasbah, je l'ai découverte, c'est un petit peu grâce à mon père. C'était un Kasbadi de l'Armlik Nasrar, tarbit les histoires à la Kasbah. Ça fait qu'il par curiosité, je voulais voir des histoires, les légendes qui ont mon père. Et ben, grâce à la photo, j'ai pu tout découvrir et tout. Pour le vieil Alger, parce que je suis très attirée par les vieilles bâtisses de différentes époques et tout, surtout qu'Alger c'est une ville millénaire. Il y a eu beaucoup de civilisations, les Jésus maintenant. Ça fait c'est toujours intéressant de découvrir les vieux quartiers, la vieille ville. Et pour faire ressortir cet art architectural de la ville d'Alger, elle met en pratique ces techniques de prise de vue basées sur la manière intelligente d'utiliser les angles et de prendre en compte le jeu d'ombre et de lumière. Je partage les photos et les vidéos que je fais et je vous assure, ça fait voyager plus d'un, surtout vu les émigrés. J'ai une très grande connaissance à la Bladhoum, mais à travers mes photos et vidéos, ils font des découvertes avec moi, où ils demandent même à venir et à faire les mêmes voyages et tout. Ça les incite et ça leur fait découvrir leur pays. Son objectif est de faire connaître et de faire découvrir par l'art et la culture les immenses potentialités du riche et divers patrimoine civilisationnel algérien. On a beaucoup parlé de nature depuis tout à l'heure. Et ben, la nature est très présente dans l'univers de notre artiste peintre qu'on va présenter tout de suite, en l'occurrence Soraya Habes. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, je vous remercie. Et vous-même? Très bien. Donc ça a dû vous faire plaisir, hein, toutes ces thématiques liées à la nature. Tout à fait. On a vu beaucoup de roses, beaucoup de fleurs. Beaucoup de fleurs. Effectivement. Et les fleurs, il en sera question tout à l'heure. Exactement. Quand on présentera votre exposition actuellement abritée par justement la galerie France Fanon de Riyad El Feth.
Tout à fait. Très bien, merci et bienvenue d'être avec nous ce Merci matin. Merci à Sarah. Sarah, donc Maroc Boadma, bienvenue. Bonjour. Bienvenue, on est ravis de vous recevoir ce matin. C'est votre première télé? Oui, c'est ma première. Premier contact avec votre prochain peut-être public dans une exposition, qui sait? Avec grand plaisir, Inch'Allah. Inch'Allah, j'aimerais bien, oui. Oui. Donc, en tout cas, marhaba bik, et on est ravis de vous recevoir. On va peut-être commencer avec vous. Donc Soraya Habes, vous êtes actuellement exposée à la galerie France Fanon. Donc, une exposition intitulée Lumière oui, sur mes plus beaux élans créatifs. Lumière sur vos plus beaux élans créatifs qui sont inspirés essentiellement d'eux. Des roses, des hortensias, des tulipes, des fleurs, voilà. Les fleurs sont au cœur de cette exposition. Voilà, de cette exposition et de nombreuses expositions aussi que vous avez organisées ici en Algérie et à l'étranger, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. J'ai exposé aussi bien ici à Alger qu'à Paris, Vienne, New York à partir du 25 janvier, je participe aussi en présentiel à une exposition à Paris, à International Art Gallery, dont je suis l'artiste permanente. Voilà. Avant de dévoiler un peu ce parcours, donc ce très beau parcours, parce que quand on épouse une carrière artistique, ça ne peut que nous épanouir et nous apporter du bonheur. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. En fait, oui, allez-y. Quand je peins, je suis propulsée dans un autre monde. Je suis heureuse tout simplement de créer, Voilà. Et aujourd'hui, et de partager, j'imagine aussi toutes ces belles créations avec votre public. En tout cas, voilà, on va, avant de parler de ce travail, on va d'abord voir en images un reportage. Donc notre reporter s'est déplacé sur les lieux. Il s'agit de Feriel Hamdi en l'occurrence, non plutôt de Lemia Boudboudak qui vous a rencontré au niveau de la galerie et qui nous a permis justement de découvrir cette empreinte artistique et cet univers en particulier. À la galerie France Fanon, on se croirait au printemps grâce aux œuvres floristiques de Soraya Habes, artiste peintre et poète qui affectionne les fleurs. Des fleurs qui nous invitent à une paisible méditation sur la vie. Elles sont aussi une célébration de la beauté de la nature. J'adore les fleurs. J'adore les fleurs. La fleur me fascine par son caractère très beau et fragile et éphémère en même temps. Ça renvoie un peu à la vie humaine qui est faite de force, de beauté, de fragilité et d'éphémère. Baignant dans un milieu artistique, Soraya Habes se passionne pour le dessin. Très jeune, elle prendra quelques cours d'initiation et c'est qu'en 2000 qu'elle réalisera son premier tableau en hommage à Monet et son célèbre bouquet de tournesol. Oui, en fait, tout d'abord, avant de toucher au pinceau, à la peinture, je faisais des croquis. Je dessinais des modèles de mode. Je me faisais même réaliser des tenues par des couturières d'après mes propres dessins, mes propres modèles. Et puis, le jour où j'ai touché à la peinture, ce n'était pas par hasard, c'est qu'il y avait mes tantes paternelles peignaient, réalisaient de belles choses. Et c'est comme ça que je me suis initiée à la peinture. Je suis d'ailleurs entrée dans le même groupe qu'elle fréquentait, elle, et j'ai pris des cours d'initiation pendant un mois et demi. Puis je me suis lancée toute seule en suivant mes instincts créatifs. La vie en mauve, un vent d'amour, souffle rose, les roses du temps, autant de noms de tableaux où on peut admirer des roses, des tulipes et des hortensias
peintes dans des couleurs harmonieuses, en aquarelle et en peinture. Les techniques sont variées. J'utilise aussi bien la peinture à l'huile que l'aquarelle, la peinture acrylique, les pastels, l'encre de Chine. Pour ce qui est du style, je me situerai dans le style expressionniste figuratif. Parce que, en fait, mon but n'est pas de reproduire le sujet tel qu'il existe réellement, mais de l'exprimer à travers mes émotions. Depuis la nuit des temps, les artistes ont su explorer le riche symbolisme des fleurs. De Van Gogh à Monet, en passant par Matisse, Klimt et Dali, ces peintres ont su capturer l'essence des fleurs dans des œuvres éternelles. Lumière sur mes plus beaux élans créatifs est visible jusqu'au 27 janvier à la galerie Frans Fanon à Riyad El Fath, et cela vaut le détour. Voilà, c'était un très beau voyage à travers justement les 6 messes de cette belle galerie intimiste qui a abrité cette exposition pleine de sensibilité. Et justement, vous parliez tout à l'heure de cet éphémère des fleurs. C'est vrai qu'elles sont belles, mais elles ont une courte durée en général. Tout à fait. C'est ce qui les rend précieuses et dans la vie. Précieuses aussi, et mystérieuses. C'est un peu comme le mystère de la vie. Nous vivons, nous naissons, nous grandissons et puis nous mourons. La vie est par essence très fragile et c'est le caractère même des fleurs, des roses. Elles s'épanouissent puis elles meurent. Ça m'interpelle, ça me fascine et je les peins sous toutes leurs formes. Voilà. Absolument. Donc vous êtes autodidacte, on dira. Rien ne vous prédestinait pour une telle carrière parce que vous avez fait des études de vétérinaire et puis après un MBA en marketing, c'est bien ça? Oui, en fait, mon essence, ma nature profonde me prédestinait certainement à ce destin d'artiste. C'était enfui en moi, je l'ai découvert en maniant le pinceau. Et j'invite toute personne à toucher à ça. Parce que... vous avez un point commun avec notre amie Sarah Marouk Bouadma. Bienvenue encore une fois. Vous aussi, vous avez été happée par toutes les créativités que peut offrir le domaine des arts plastiques. Et vous aussi, le déclic est venu comment? Est-ce qu'on peut en parler? Le déclic, il s'est fait tout naturellement et progressivement, au fait. Parce que j'ai commencé, comme a dit la dame, j'ai commencé progressivement avec des dessins, au crayon, des petits croquis, de l'aquarelle. Et puis petit à petit, si on veut, j'ai trouvé une petite voie qui m'interpellait pour prendre le chemin d'une toute autre peinture qui est la peinture sur verre. Oui. Et j'ai essayé ma première peinture sur verre et ça a fait un déclic. C'est comme ça que ça a commencé, mon aventure. Voilà, et vous la devez un petit peu à ce parent qui vous a offert le matériel. Mon cousin, qui m'a dit que quand il a vu mes dessins, il m'a envoyé, il habitait en France, il m'a envoyé le matériel. J'ai dit pourquoi pas un peu plus de couleurs. Voilà, et le manuel, il n'y avait pas Internet à l'époque. Et il m'a dit, essaye ça. Et là, quand j'ai essayé, parce que la peinture, cette peinture-là, spécialement, elle a cet éclat qui m'a interpellée. Et à mes premiers essais, j'ai adoré. Adoré depuis. Voilà, et puis après, c'était un festin de couleurs qui s'est imposé à vous, un festin de couleurs qui vous a aussi été inspiré à un moment donné par toute cette beauté de l'art africain qu'on connaît, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça. Au fait, ce qui m'attire spécialement vers la femme africaine, c'est ces couleurs chatoyantes. Oui.
les couleurs des turbans, les couleurs de l'habit africain qui m'a interpellée et qui allait parfaitement avec la peinture que j'utilisais. Votre palette, quoi. Voilà. Et quand je commençais un dessin, j'avais l'idée en tête et ça finissait jamais comme mon dessin, quoi, comme ce que j'avais en tête. Oui. Ça finissait autrement. Oui. Et au fur et à mesure, ça en évolue. Et moi-même, des fois, parfois, je suis choquée du résultat. C'était pas. Effectivement. Voilà. On sent en tout cas que vous n'êtes pas conditionné par, comment dire, des sources d'inspiration bien établies, etc. On sent qu'il y a quand même votre touche personnelle dans ces compositions. Tout à fait. Voilà, on voit des images qui défilent. Je ne sais pas si ça, c'est une peinture sur verre. C'est une peinture sur verre, c'est la technique des points. Voilà. Il y a du relief dans votre travail et c'est toute une technique que vous avez assimilée et développée au fil des ans, n'est-ce pas? Ça vous fait une dizaine d'années de pratique. Une dizaine d'années de pratique. Et au fait, la peinture sur verre, c'est ça, c'est qu'elle donne le relief. Et c'est ce relief que je recherche. Enfin, les couleurs avec le relief, ça donne de la vie à la peinture. Absolument. Donc on va voir encore des œuvres où on voit toutes ces femmes que vous avez structurées de manière différente, tous ces portraits de femmes africaines, donc qui permettent justement d'avoir un très beau contraste entre le noir et les tissus. Donc ce ne sont pas ces images, on va essayer d'aller vers les portraits surtout. De femmes africaines, ça c'est les débuts. Ça c'était vos débuts, les aquarelles dont vous parliez tout à l'heure. Peinture sur verre, absolument. toujours. Absolument. On va y arriver petit à petit, donc voilà. Donc il y a tout ce festin de couleurs et de chromas qu'on découvre dans chacune de vos compositions et voilà, qui nous font voyager au cœur de cet art, voilà, cet héritage africain. Voilà, vous vous sentez très africaine, j'ai senti. Tout à fait. Je suis africaine dans l'âme, quoi. Et je célèbre l'Afrique. Oui. Et voilà, l'occasion se présente pour célébrer justement l'Afrique avec la CAN. Voilà. Si notre équipe se qualifie, vous irez en Côte d'Ivoire? Ça sera une double joie pour moi. Vous seriez tentée d'aller? Non seulement de voir la Côte d'Ivoire, un pays africain, et en plus assister à un événement comme ça, c'est une double joie pour moi. Absolument. En tout cas, on a fait un petit voyage dans votre univers. On revient à notre amie Soraya Habess. On a découvert une de vos facettes, celle de l'artiste peintre. Vous avez une seconde facette, celle de la poétesse. Mais entre la poésie et l'art plastique, il n'y a pas tellement de distance, n'est-ce pas? Oui, il y a des passerelles. Par exemple, j'ai écrit ce livre de poésie. Je suis en train d'écrire un deuxième qui est en instance, qui est en suspens, en fait, je dirais. Et vous prenez, par exemple, je vous renvoie au titre de mes œuvres. C'est des titres très poétiques. Absolument. Chaque collection a un titre très évocateur, très poétique. Tout à fait. J'ai des œuvres qui s'intitulent par exemple En équilibre malgré le vent. J'ai des œuvres qui s'intitulent Froide et la vie. Une œuvre qui s'intitule Départ. Et je ne les ai pas toutes en tête, mais... oui. Mais c'est au gré des inspirations que viennent aussi les mots. Des états d'âme, d'esprit. Oui. Et comment dire, ce dialogue avec aussi le verbe vous a poussé à commettre quelques poésies, puis après les regrouper en recueil. Et vous étiez présente au dernier SILA avec Sur la rive du cœur, n'est-ce pas? Tout à fait, j'étais présente au SILA sur la rive du cœur, également au Salon international du livre de Paris, toujours sur la rive du cœur. Et c'était une belle rencontre avec le public qui a découvert mon recueil. Oui, absolument. Oui, allez-y. Voilà, merci. J'ai tout dit. Enfin. D'accord, donc voilà, cet ouvrage que vous avez sorti aux éditions Rafale existe donc chez les bons libraires
On peut y accéder facilement? Non, parce que en fait le contrat est suspendu. Oui. Voilà, il n'est pas en vente en ce moment. D'accord, d'accord. Voilà. Très bien. Mais en tout cas, il y a aussi en gestation d'autres ouvrages, des romans en l'occurrence. Oui. Ma voix commence à voilà, à casser. Pardonnez-moi, mais bon, on va essayer quand même d'y arriver. Donc des romans aussi que vous avez commencé à préparer pour votre lectorat. Je les ai commencés timidement et puis sans gestation, c'est pas encore, ils n'ont pas encore pris tout à fait forme. Et j'ai surtout un deuxième recueil qui est en route, voilà. Notre amie ici présente, justement, souffre de timidité. Elle peine à aller vers un public. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Allez-y, je trouve ce que vous faites, je le trouve très beau. Il est à montrer, absolument. Absolument, d'ailleurs, on va demander à la régie de nous en poster d'autres. Donc, à l'image, on va encore voir d'autres œuvres, tous ces beaux portraits de femmes africaines dans différentes situations, d'animaux aussi, mais avec une composition très colorée, chromatiquement très belle. Une touche personnelle. Ça va venir, ça va venir. En tout cas, voilà, c'est-à-dire que ça vous fait quand même quelques années. Vous avez testé d'autres supports, n'est-ce pas, Sarah? J'ai testé le bois. Oui. J'ai testé le bois. Ça n'a pas le même, ça ne donne pas le même rendu. Elle est très belle celle-là en tout cas. Vraiment très, là, c'est du bois. Très élégant. C'est sur bois, justement. Et il vous arrive aussi d'introduire d'autres matières avec le bois? Oui, du tissu. Au fait, du collage. Voilà, mais j'essaye de toucher à tout, un peu à tout. Bon, j'ai essayé, comme je vous ai dit, la peinture, l'aquarelle, à l'huile. Et là, je vais progressivement vers autre chose et je reviens instinctivement vers le verre. C'est comme ça. C'est votre support de prédilection, on dira. C'est vos premiers amours et il reste là. Il reste là et je pense qu'il restera là pendant longtemps. Pendant longtemps, en tout cas, c'est une technique, très belle technique, quand on maîtrise quelque chose et que vraiment ça nous apporte du bonheur, ça ne peut être que bénéfique. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez Personnellement, elle préfère le verre. Le verre demande de la précision. De la précision, il faut être très minutieux. Je préfère personnellement la toile et la peinture à l'huile parce qu'elle me donne une grande liberté d'expression. En fait, absolument, parce que sur le verre, il ne faut pas déborder. Oui. Il y a le serti qui maintient la main. Mais pour peu qu'on rate, n'est-ce pas? Vous pouvez nous expliquer la technique et la difficulté? Il n'y a pas moyen de revenir sur le verre, sinon c'est de gratter. Et voilà, on n'est pas, comme vous avez dit, on n'est pas très libre. Mais c'est vrai que ça demande énormément de concentration et de précision. C'est un travail fin et minutieux, donc voilà, ça me prend énormément de temps et énormément de concentration. Et c'est ce qui me fait, justement, c'est le but recherché. Très bien. Et vous intervenez sur des intérieurs des fois? Bon voilà, quand vous êtes inspiré, que vous avez envie de faire plaisir à un parent ou une parente, vous lui façonnez des portiques aussi très beaux et très colorés. Oui. Vous vous adaptez au décor, etc. Exactement. Donc ça veut dire que cette créativité mériterait quand même d'être plus connue. Voilà. Est-ce que vous aimeriez déjà être peut-être parrainé pour une exposition prochainement? Oui, oui, j'aimerais beaucoup, oui. Et exposition, j'ai exposé, mais c'était tout petit, c'est pas, oui, j'aimerais me faire connaître et exposer sur une... Oui, excellent, on vous souhaite en tout cas toute la réussite, hein, donc merci beaucoup. voilà. Et Soraya Habes, donc l'exposition se poursuit jusqu'au 27. Jusqu'au 27. On va inviter justement les téléspectateurs à peut-être se rendre. C'est Galerie France Fanon à Riyad El Fath, n'est-ce pas? Oui. Et j'y suis entre 14 et 16 heures. Voilà. Allez-y. Tous les jours de 14h à 16h, sauf le vendredi. Voilà. Oui.
En tout cas, merci. Ça a été vraiment très agréable de vous recevoir, mesdames. Merci à vous. On vous souhaite bon vent chacune dans son domaine, chacune avec sa sensibilité, chacune avec son univers. Et on espère vraiment vous recevoir encore et encore, Inch'Allah. Avec grand plaisir. Voilà, Avec bon plaisir. vent pour tout ça. Et voilà, on a été ravis aujourd'hui justement de vous présenter deux empreintes de l'art algérien. En l'occurrence, Sarah, donc Maroc Bouadma, qui débute. Voilà. Enfin, elle pratique, mais elle ne partage pas beaucoup. On lui souhaite vraiment toute la réussite. Voilà. Et puis Soraya Habes, dont la carrière brille déjà à l'international et ici au pays. Donc on vous souhaite encore plus de succès, Inch'Allah, en 2024. Merci à tous ceux qui sont avec nous. On va continuer de parler d'art, mais l'art du recyclage, en l'occurrence avec Samia Bouarour. C'est parti. Nous l'avons rencontrée il y a 1 an. Depuis, Nesrine Boulsen n'a pas arrêté d'innover. Cette artisane recycleuse a bien avancé depuis. Disons les choses, moi j'avais commencé par des tamis miroirs et l'inspiration me vient généralement quand je dors. Alors quand je me lève, je dors et je pense à des choses et je me dis allez demain je vais essayer ça ou ça ou ça. Donc pour les plateaux, c'est ce qui s'est passé. J'avais d'anciennes photos ici à la maison qui appartiennent à ma mère. Et du coup, je les récupère. C'est ce qu'on appelle le détournement. Donc, je suis très attirée par les orientalistes. Donc, je récupère un peu les personnages et j'essaye de les faire vivre en mettant des bulles comme ça pour qu'elles parlent entre elles, pour faire, pour donner de l'animation à quelque chose qui existe depuis des siècles. Voilà. Chez Nesrine, rien ne se jette, tout se récupère pour en faire des pièces uniques, des œuvres d'art, dans le but de revaloriser notre patrimoine. Alors c'est simple, je vous ai mis ici les anciennes cafetières de chez mes grands-parents qui ont un certain nombre d'années, qui sont restées presque intactes on va dire. Et en marchant dans la rue, j'avais vu en fait que finalement les cafetières existaient, les théières aussi existaient, elles étaient encore en fabrication. Donc du coup, je me suis dit, allez, on va essayer de mettre une petite identité à quelque chose qui a toujours fait partie du patrimoine, encore une fois. Tout le monde a déjà bu un café ou du lait dans un bakraj kima hada. La tradition orale, dictons, proverbes, citations, une nouvelle inspiration qui a poussé notre artiste à créer pour la sauvegarde de tout un patrimoine à travers des œuvres très originales, des œuvres qui immortalisent des moments précieux de nos traditions comme Qahwat al-Asr. On a toujours eu ça dans les pattes, les proverbes. Et moi, j'adore ça, en fait. Et ça serait bien que les petits, comme mes neveux, par exemple, qui ont 9 ans, 10 ans, 11 ans, eh bien, qu'ils apprennent tout ce patrimoine. Pour les proverbes, pareil, je dormais, il y avait un proverbe qui traînait dans ma tête, je me suis dit, allez, tiens, pourquoi ne pas en faire quelque chose? Et puis voilà. Puis j'ai écrit ça sur un plateau comme celui-ci. C'est censé normalement, justement, c'est censé être une sorte de récapitulatif de ce qui s'est passé la journée. Et toi, comment t'as fait? Et toi, ton boulot? Et toi, machin. Donc voilà, c'est super. J'adore nos traditions. Il faut les faire connaître, même à ceux qui vivent ici. Nesrine, qui s'est lancée dans cette aventure depuis quelque temps, a pu atteindre plusieurs objectifs. Aujourd'hui, grâce à Yiddina, ses œuvres sillonnent tous les continents. Des œuvres avec des empreintes algériennes, une grande fierté pour notre artisane. On verra, on marche avec le cœur. On chauffe. Et du recyclage, il en sera question aussi dans la séquence suivante avec notre invité qui vient de nous rejoindre, Sarah Tazarout, responsable du département communication pour l'Agence nationale des déchets. Bienvenue. Merci. Ravie de vous recevoir ce matin.
ravie aussi d'être là. Oui, et surtout qu'on va parler de choses qui intéressent la société, qui intéressent aussi notre environnement immédiat, la valorisation des déchets et l'évolution de ce domaine en particulier. Tout à fait. Donc vous l'avez dit, la valorisation des déchets, malheureusement en Algérie on valorise que 10% de nos déchets, mais c'est aussi les 90%, disons que c'est une opportunité d'investissement pour les jeunes qui veulent un petit peu investir dans le domaine du recyclage et de la valorisation des déchets. Oui, on peut faire énormément de choses avec ce qui est rejeté par Monsieur Tout-le-Monde. Tout à fait. Donc, si on parle des déchets générés ou de la poubelle, de la composition de la poubelle algérienne, donc elle est composée essentiellement de déchets organiques. Donc, plus de 54% de nos déchets, donc plus de la moitié de nos déchets, ce sont des déchets organiques, donc qui peuvent être valorisés en compost organique. Et 30% des déchets, c'est des déchets secs. Donc des déchets d'emballage généralement, plastique, carton, verre, aluminium. Beaucoup de choses qu'on peut recycler. Voilà, qu'on peut recycler en matière, donc en matière première, secondaire, qu'on peut intégrer dans une chaîne de production. Absolument. Donc, pour booster tout ce domaine, justement, l'Agence nationale des déchets a pensé à une idée et une initiative très belle et louable, donc première du genre. Cette année, on lance un concours pour encourager les initiatives, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, ce sera un concours national de la meilleure réalisation dans le domaine de la gestion des déchets. Donc, on a donc le concours où le prix comporte 4 catégories qui sont la première catégorie, c'est les associations, donc le mouvement associatif pour la meilleure campagne de sensibilisation destinée au grand public, bien sûr. Et la deuxième catégorie, c'est les gestionnaires des centres d'enfouissement technique. Comme vous le savez, dans chaque wilaya, on retrouve un CET, un centre d'enfouissement technique, l'endroit vers lequel nos déchets sont acheminés pour traitement par enfouissement. Est-ce que les incinérateurs sont compris dans cette catégorie ou pas? Par rapport au centre d'enfouissement technique, non. Ça se fait seulement par casier d'enfouissement. Bien sûr, on l'appelle un centre d'enfouissement technique. Le mot technique, c'est par rapport au traitement des... la manière de traiter tous ces voilà, déchets. le traitement des substances générées par les déchets, qui sont les biogaz. D'accord. Bien sûr, qui est un gaz à effet de serre. Et vous avez le traitement de l'exivia. C'est le liquide ou le jus des déchets, donc le liquide généré par les déchets, surtout les déchets organiques. Voilà. Donc, du moment qu'il y a un traitement de ces deux substances, on l'appelle un centre d'enfouissement technique. Voilà. Donc, par rapport à la gestion il y aura de la concurrence aussi par rapport au prix, au prix du meilleur centre d'enfouissement technique. Et la troisième catégorie, c'est les startups. Vous l'aviez dit, c'est un élément clé de la chaîne de la gestion des déchets. Donc, il y aura une concurrence entre les startups pour la meilleure idée de projet et la meilleure start-up qui exerce déjà son métier sur le terrain. Et la quatrième catégorie, c'est les médias. C'est destiné aux journalistes, le prix du meilleur travail journalistique, que ce soit audiovisuel, radio, presse écrite ou presse électronique. Donc les médias aussi, c'est un relais très important, un relais d'information destiné au grand public ou aux décideurs aussi. Voilà, donc l'appel à candidature a certainement été lancé. Oui, c'était hier, donc ça s'est passé au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria. C'était un lancement officiel du prix de la meilleure réalisation dans le domaine de la gestion des déchets, bien sûr en présence de start-up, bien sûr de journalistes et des représentants du mouvement associatif. Absolument. Chacun a présenté un petit peu ce qu'il exerce dans son métier. Et bien sûr, on a, comme vous l'avez dit, c'était le lancement officiel du concours.
Et maintenant, on est prêt à recevoir les différents travaux, les propositions aussi qu'on va recevoir de la part des différents acteurs de la gestion des déchets. Et le prix, bien sûr, sera attribué aux lauréats le 9 mai 2024. Très bien, donc ils auront pratiquement 2 mois pour se préparer, pour envoyer leur dossier de candidature. Via quel support justement? Alors, ça sera via email. Donc, ça se fera par email sur l'adresse contact@and.dz. Donc, ils pourront envoyer leurs travaux. Il y aura bien sûr une rencontre directe avec ceux qui vont évaluer, le jury qui va évaluer les travaux des différents candidats. Et ils pourront aussi nous contacter sur la page Facebook qui est Agence nationale des déchets. Très bien, donc c'est très simple. On va peut-être rappeler encore l'adresse, comme ça, ce sera retenu. Vous avez été vite. Voilà. On va aller plus lentement, s'il vous plaît. plaît. C'est contact@and.dz. Très bien, .dz. Voilà qui est bien dit pour ceux qui seraient tentés de tenter leur chance. Voilà, pourquoi pas, un petit pléonasme pour finir. Et donc, voilà, les portes sont ouvertes au niveau de l'Agence nationale des déchets pour vous. Si vous êtes, vous avez envie justement de montrer votre expérience, de mettre en valeur tout un effort, parce qu'il y a des entreprises quand même qui ont brillé depuis quelques années, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Maintenant, par rapport à la valorisation, c'est vrai qu'il y a pas mal de start-up et d'entreprises qui exercent dans le domaine et qui valorisent les déchets en matière, mais aussi en énergie. Par exemple. On le voit aujourd'hui. On ne voyait pas ça 2 ou 3 années avant. Donc vraiment, même par rapport au secteur universitaire, je voudrais dire qu'il y a vraiment de la recherche qui se fait dans le monde universitaire, donc par des étudiants ou par des chercheurs, par des clubs scientifiques aussi. Et vraiment, il y a des idées innovantes en termes de valorisation, de nouvelles technologies adaptées pour la valorisation des déchets. Ben voilà, qui est bien dit. En tout cas, bonne chance à tous les candidats et puis bravo pour l'Agence nationale des déchets pour cette belle initiative qui va certainement booster les uns et les autres. Les encourager aussi. De la concurrence aussi. Créer de la concurrence. Entre les acteurs de gestion des déchets. La gestion des déchets, c'est une chaîne qui commence par le premier geste ou le premier maillon qui est le citoyen qui génère le déchet au niveau du ménage, d'une administration, d'un hôpital. Le deuxième maillon, c'est un EPIC, un établissement qui dépend de la wilaya dans laquelle il se trouve. Donc, c'est un EPIC de collecte et de traitement ou de transport, de déchets. Et d'acheminement. Il y a généralement un autre établissement qui dépend de la wilaya aussi, qui est chargé de gérer l'endroit dans lequel ces déchets sont traités, qui est le centre d'enfouissement technique. Et bien sûr, un autre maillon qui est important, c'est les jeunes et tous les ces récupérateurs. Voilà, qui activent, récupérateurs ou recycleurs des déchets, qui activent dans ce domaine pour valoriser cette matière initialement triée. Ben voilà, c'est une belle chaîne en tout cas. Quels sont vraiment les objectifs cachés par une pareille initiative destinée à encourager les acteurs dans ce domaine en particulier de la valorisation des déchets? Voilà, donc l'objectif étant d'augmenter déjà le taux de valorisation des déchets qui équivaut à 10% actuellement et s'orienter vers une politique de valorisation et de tri des déchets. Parce que comme vous le savez, on pourrait jamais valoriser une grande partie de nos déchets si on ne les trie pas à la source. Donc au moment où on les génère, il y a plusieurs déchets qui perdent leurs caractéristiques de valorisation en étant mélangés avec des déchets organiques, par exemple. Je vous donne un exemple de la bouteille en plastique. Si elle est mélangée avec une matière grasse, donc le recycleur ou celui qui va reprendre cette bouteille va perdre beaucoup d'argent. Aura nettoyé cette bouteille. Donc il aura besoin de détergent, d'eau, d'énergie, de main-d'œuvre pour déjà laver cette bouteille et ça lui coûtera
plus d'argent, donc ce sera pas rentable comme projet pour lui. Oui. Donc le tri sélectif est vraiment... C'est vraiment le rêve, Voilà. rêve de toute la société. Et il Ça commence devrait- par la sensibilisation. Absolument, et on espère en tout cas une véritable généralisation de ce tri sélectif à travers les 58 wilayas, toutes les villes et toutes les cités en tout cas. Merci mille fois Sarah Tazarout, donc responsable du département communication pour l'Agence nationale des déchets, de nous avoir permis de parler de ce concours. Donc on rappelle une dernière fois, concours pour les meilleurs acteurs de gestion en tout des cas déchets. dans 4 catégories pour la valorisation des déchets, et c'est déjà lancé. Alors voilà, avis à participation, Inch'Allah. En tout cas, merci infiniment. Merci à tous ceux qui m'ont supporté avec ma voix nasillarde ce matin. J'ai été ravie de vous accompagner. On est déjà arrivé à la fin de cette émission. Merci pour votre attention. Passez une excellente fin de journée. À très bientôt.